Rebonjour, pardon. Bonjour docteur, on vous entend bien. Et là, vous voyez quelque chose? Oui, le syndrome Alors, coronavirus. voilà, je vais profiter de commencer directement. Donc, on va voir aujourd'hui une petite révision sur les syndromes coronariens aigus et le ST-, le ST+, et on va faire après un ou deux cas cliniques. Et à la fin, vous savez que votre examen sera des QCM. Il n'y a que des QCM. Je pense 20 QCM pour la théorie et 30 pour la pratique. Et au principe, c'est à choix unique. Donc, je pense que votre examen sera un petit peu simple parce que à cause du corona. Donc, il faut un peu bosser, vous aurez l'examen. Donc, on va faire une petite révision pour les syndromes coronariens aigus. C'est une simple révision qu'on va rappeler les grandes lignes. Et donc, on va commencer d'abord, c'est quoi la définition du syndrome coronarien aigu? Donc, toutes les syndromes coronariens aigus sont définis comme toute douleur thoracique d'allure angéneuse survenant de nouveau, de manière prolongée ou d'aggravation récente chez un patient avec ou sans antécédent coronarien. Cette définition est très vague. Donc, on sait bien qu'il y a le ST- et le ST+. La différence entre les deux, c'est que soit la douleur pour le ST+, elle est très importante, très intense et qui dure plus longtemps. Pour le ST, à l'ECG de l'ST+, on trouve un sus-décalage du segment ST dans plus de deux dérivations. Et dans le ST+, on sait qu'on va trouver une artère qui est occluse, il n'y a pas de flux qui passe, et on va voir c'est très urgent. Et là, on va faire une prise en charge particulière pour le ST+. Par contre, pour le ST-, c'est un petit peu moins urgent. C'est l'artère n'est pas totalement ou complètement occlusif, et donc là, le tableau clinique va être un peu moins intense. C'est une douleur, bon, certainement il y a la douleur, mais moins intense que le ST+. Dans le CG, il n'y a pas le sus-décalage persistant. On va trouver soit un sous-décalage, soit des ondes de T négatives, soit un sus-décalage qui n'est pas persistant. D'accord? Ça, c'est les syndromes coronariens aigus. À l'opposé du syndrome coronarien aigu, le syndrome, c'est la douleur thoracique au repos. Par contre, il y a aussi qu'on appelle l'angor stable. C'est quoi l'angor stable? C'est l'angine de poitrine qu'on appelle, c'est des manifestations de l'ischémie myocardique dans les conditions où les besoins métaboliques du myocarde augmentent. Les symptômes se caractérisent par deux choses très importantes qu'elles sont, lorsqu'on écoute, on entend angine de poitrine, il faut se rappeler de deux mots. C'est quoi ces deux mots-là? Il faut apprendre ça. Périodicité, réversibilité. Donc, angine de poitrine égale réversibilité, périodicité. C'est-à-dire les symptômes sont réversibles. Réversibles soit à l'arrêt de l'effort ou équivalent, c'est-à-dire trinitrine, si on fait en sublingual, on administre de la trinitrine, donc elle va disparaître la douleur. Donc ça, c'est réversible, d'accord? À l'opposé, le syndrome coronarien aigu n'est pas réversible, elle reste la douleur, que ce soit on arrête l'effort physique ou on donne la trinitrine, elle reste la douleur. Donc, l'angine de poitrine se caractérise par la réversibilité complète et la périodicité. C'est quoi la périodicité? On peut refaire l'angine de poitrine, c'est-à-dire chaque fois que je monte les escaliers troisième étage, j'aurai mal dans la poitrine. Chaque fois que je mange un repas copieux, j'aurai mal dans la poitrine. Chaque fois, donc c'est quelque chose qui est périodique. Les malades, comment ils vous parlent? Ça fait 2 ans, chaque fois que je pars chez telle personne qui habite au cinquième étage, j'arrive même pas à monter les escaliers, etc., etc. Donc, l'angine de poitrine ou l'angor stable se caractérise par la réversibilité et la périodicité. Ça, c'est un tableau où il y a la définition du syndrome coronarien aigu. Et donc, après la définition,
certainement le malade il va Docteur, venir s'il par vous des... plaît, le sang. Oui. Pardon, le se coupe. Et j'ai pas compris comment ça la J'ai pas période. compris. Ben, ça, c'est le sang se coupe. Ça, c'est un problème d'Internet. Ça va ou ça va pas? Oui, docteur. On vous entend, docteur. Allô? Comment? Le son se coupe, docteur. Est-ce que vous m'entendez bien ou non? On vous entend, docteur. Ah, vous m'écoutez Non, ça marche bien, je pense. pas? Si, on vous écoute, je pense que le problème est عند la demoiselle, ماشي عندك, docteur. Parce qu'on vous entend très bien. Ah, très bien. Donc, heureusement, hein, heureusement, parce que j'étais en train de changer la place. Donc, ça va. Donc, vous m'écoutez bien comme ça. Donc, c'est vous, l'autre, que vous m'avez dit, il faut changer de place. Voilà. C'est un problème d'Internet, en tout cas. Donc, je continue. Je confirme. Vous m'entendez? Au moins, il y a des gens qui m'écoutent bien. Oui, docteur, on vous écoute. Ah, très bien. Donc, je continue. Là, j'étais dans la classification du syndrome coronarien aigu. Donc, toute personne qui consulte pour douleur thoracique et persiste plus de 20 minutes, on va parler du syndrome coronarien aigu. Donc, ça, et après ça, maintenant, on va faire un ECG. Et enfin, on fait l'ECG, on va classifier notre malade soit à gauche, soit à droite. Dans notre main droite, c'est le ST-, c'est-à-dire il n'y a pas le sus-décalage persistant, il y a tout sauf même on peut avoir un ECG normal, donc il y a tout sauf le sus-décalage. Et après, on va doser les troponines et au dépend des troponines, si les troponines sont positives, donc on va parler de syndrome coronarien aigu ST-, troponine plus. Le contraire, si les troponines sont négatives, parler du syndrome coronarien aigu, ST-, troponine, moins, et dans tout cas, on appelle ça, c'est l'angor instable. L'angor instable, et on va après parler de la stratification de risque. Le contraire de tout ça, s'il y a un sus-décalage plus de 1 ou 2 mm, ça dépend des dérivations, dont au moins 2 dérivations contiguës, on va parler du syndrome coronarien aigu ST+. Très bien. Donc là, c'est la classification de la ST+ et de l'ST-. On va voir après. Un petit mot de la physiopathologie. Donc, on sait que c'est quoi le syndrome coronarien aigu? C'est la réduction brutale du flux sanguin coronarien qui survient le plus souvent sur des lésions d'athérosclérose. Donc, généralement, plus de 80% des cas, c'est quoi? C'est qu'il y a une plaque d'athérosclérose. L'athérosclérose aussi, c'est quoi? L'origine, généralement, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaire, là, le sexe masculin, le diabète, l'hypertension artérielle, le tabac. Ces facteurs-là, ils vont développer l'athérosclérose. Et après, par phénomène X ou Y, il y aura une érosion d'une plaque athéromateuse. Cette plaque-là, donc, elle va être en contact avec le sang et là, il y aura quoi? L'activation des phénomènes de coagulation. Et là, il y aura le thrombus, que ce soit il est occlusif ou non, l'essentiel, il y aura le syndrome coronarien aigu. On sait que l'angor instable, c'est l'urgence coronaire la plus fréquente, ce qu'on voit nous tous les jours aux urgences, c'est la plus fréquente l'angor instable. Après vient le ST-, troponine plus, et puis après c'est le ST+, moins fréquent par rapport à l'angor instable. Maintenant, on va dire un petit mot sur le diagnostic. Là, c'est simple, le malade il va venir pour le thoracique. Ce qui est important, ce qui est écrit en rouge en bas, la douleur, elle est prolongée, elle est plus de 30 minutes. Généralement, nous, l'essentiel, c'est que la douleur, elle dépasse 20 minutes. Une fois douleur qui dépasse 20 minutes, il faut obligatoirement faire
l'ECG, on va l'appeler syndrome coronarien aigu. Donc, elle est trinitro-résistante par rapport à la longueur stable. Donc, trinitro-résistance, c'est quoi la trinitrine? C'est des vasodilatateurs, c'est des dérivés nitrés qu'on administre. Il y a au niveau, il y a en sublingual. Donc, généralement, on donne en sublingual. Ici, il y a disparition, c'est bien, c'est que ça rentre dans la longueur stable. Si elle persiste, c'est le syndrome coronarien aigu, est souvent plus violent et elle survient habituellement au repos. Vous voyez la différence? Généralement, la cassure de cette plaque, elle vient suite à un phénomène de stress ou surmenage, vient cette cassure et on aura le syndrome coronarien aigu. Ces dérivations et ces topographies, il faut les apprendre par cœur parce que là, c'est simple. C'est quoi les dérivations inférieures? Parce qu'on vous donne un ECG, on va vous demander, parce que là, c'est un donc on va vous donner, par exemple, plusieurs territoires et c'est à vous de définir exactement quel territoire, soit inférieur, soit latéral, soit antéroseptal, soit quelles sont les dérivations du ventricule droit ou du septal profond, etc. Il faut apprendre ça. Là, on voit l'évolution naturelle, c'est-à-dire naturelle, si on fait rien, le malade, il va venir la première minute. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a une de T qui est positif et ample, puis on aura le sus-décalage du segment ST, puis on va trouver que l'onde Q, elle commence à creuser avec l'onde de T qui va commencer à devenir déphasique. Et quatrième image, qu'est-ce qu'on a après un jour? L'onde de T, elle est déphasique et l'onde de Q, elle a déjà creusé, commence à régression du décalage. Et puis, dans une semaine, le segment ST il va être isoélectrique à des ondes de T négatives. Et à la fin, après un mois, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir rien, c'est-à-dire le ST il est isoélectrique, l'onde de T elle est positive. Par contre, reste une cicatrice indélébile. C'est quoi? C'est l'onde de Q de nécrose qui a deux critères. Il faut qu'elle soit plus de 0,04, plus d'un petit carreau, et la profondeur, elle doit être plus d'un tiers de la valeur absolue de l'onde de R, plus d'un tiers, plus de 0,04. Très bien. On passe aussi maintenant, ça c'est un tableau qui est dans les recommandations, c'est-à-dire le timing pour le ST+, est très important. Chaque minute est très importante, il ne faut pas perdre chaque minute. Regardez, d'ailleurs, juste pour faire l'ECG, vous avez un temps qu'on appelle FMC, First Medical Contact. Il faut moins de 10 minutes, c'est-à-dire malade qui vient aux urgences, qui a mal dans la poitrine, il faut qu'au moins de 10 minutes, on fait l'ECG et on interprète l'ECG. Vous voyez, on a essayé de raccourcir ce temps. Là, en Algérie, certainement, il dépasse des heures et des heures. Vous voyez, parce que c'est différent. Quelqu'un qui vient pour douleur thoracique, c'est pas comme quelqu'un qui vient pour une grippe ou pour brûlure mictionnelle. C'est la même chose. Parce que là, plus qu'on gagne, plus qu'on gagne 10 minutes, plus qu'on gagne des cellules, plus qu'on gagne la personne, c'est la vie, c'est des jours de vie qu'on va les gagner. Après là, on a dit que c'est un ST+, c'est bon, on a confirmé que c'est un ST+. On a le temps de transfert de notre malade. Est-ce que notre centre, il fait l'angioplastie primaire? Oui ou non? Et est-ce qu'on peut transférer notre malade? Oui ou non? Et le centre le plus proche pour transférer notre malade, est-ce qu'il est proche ou non? Il y a des délais, c'est-à-dire, par exemple, on va donner un exemple de notre hôpital Aïnaja. C'est un centre qui fait l'angioplastie primaire. Donc, il faut que le résident de garde, en bas, lorsqu'il voit le malade, moins de 10 minutes, il va faire l'ECG. Il va voir l'ECG qu'il va trouver un sus-décalage du segment ST. Il doit appeler le médecin qui va l'angioplastie primaire. Il faut que moins de 60 minutes, ils font la reperfusion, c'est-à-dire ils commencent à faire la coronographie et il essaye d'ouvrir l'artère occluse. Par contre, on va imaginer qu'on n'est pas à Aïn-Naja, on va imaginer qu'on est à Chlef, par exemple. Imaginez que Chlef, il n'y a pas de salle de cathérisme qui travaille l'angioplastie primaire. Là, ce qu'il faut faire, il faut calculer le temps. Est-ce que de la salle la plus proche de Chlef, est-ce qu'on arrive
à 120 minutes, c'est 2 heures. C'est-à-dire moins de 2 heures. Est-ce que peut-être dans une salle de KT, je pense que, on va dire que non. On va dire non parce que, comme je dis toujours, on est en Algérie. Donc, il ne peut pas, en 2 heures, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire le médecin? Vous-même, parce que vous êtes des médecins, vous allez donner un traitement qui est la thrombolyse ou les fibrinolytiques. Vous allez thromboser votre malade. On va voir après quelles sont les modalités. Mais l'initial, vous allez thrombolyser votre malade dans un délai moins de 10 minutes. Vous allez thrombolyser votre malade. Donc, on capite un petit peu avant d'avancer. D'accord? Donc, le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de segment ST, c'est une douleur thoracique infarctuite. C'est ça, infarctuite. Vraiment, ça fait mal dans la poitrine. En tout cas, dommage que vous n'avez pas fait des gardes, nettoyé des malades. Mais si soit vous parlez avec les malades qui ont fait un ST+, soit vous êtes aux urgences et vous voyez un malade qui vient pour ST+, ça restera gravé dans votre carrière. D'accord? Donc, après, deuxième chose, c'est les signes électriques, un sus-décalage de segment ST. Après, on va voir les ondes, on va voir quelques ECG. Et à la fin, il y a un mot qu'on appelle un BBG récent, peut être un signe d'occlusion coronarienne récente. Là, j'ouvre une parenthèse pour parler de cette phrase parce qu'on va la répéter plusieurs fois, un BBG récent. BBG, c'est bloc de branche gauche. Je pense qu'avant-hier, on a vu un ECG où il y a un bloc de branche gauche. Juste, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais on sait bien, lorsqu'il y a un ECG ou il y a un BBG, on ne peut pas interpréter le segment ST. Parce que dans le BBG, à l'état basal, on a des segments qui sont sous-décalés, il y a d'autres segments qui sont sus-décalés. D'accord? Par exemple, en V5, V6, toujours il y a un sous-décalage et en V1, V2, toujours il y a un sus-décalage. Et de là, malade qui a un BBG, il peut être asymptomatique, mais il a cette ECG-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter le segment ST lorsqu'il y a un malade qui a un BBG. Quelqu'un me donne une question, alors comment, si malade vient aux urgences et il a un BBG, comment je peux savoir est-ce qu'il fait un ST+ ou non? Très bien, c'est une bonne question. Et là, comment faire? C'est pour ça, regardez, là, on dit un BBG récent, c'est-à-dire un BBG récent, un malade qui est suivi régulièrement dans une consultation de médecine générale ou de cardiologie pour une hypertension artérielle. Il y a 3 mois, on a fait un ECG. L'ECG était normal. Là, il consulte pour douleur thoracique avec un ECG où il y a un BBG. Il y a 3 mois, il était normal. Maintenant, il est pathologique. On va dire que cet épisode, c'est elle qui a fait ce BBG-là. Et on va considérer tout ça, parce qu'on ne peut pas interpréter le segment ST, on va le considérer comme ST+, comme un sus-décalage du segment ST dans plus de 2 dérivations contiguës. D'accord? Très bien. Autre chose, parfois, le malade a des interventions chirurgicales, donc dans le bilan préopératoire, on demande un ECG. Maintenant, parfois, il reste un doute. Le malade n'a pas d'ECG récent et il vient consulte pour douleur thoracique et le malade, il a un BBG à l'ECG. Là, il y a des critères qu'on parle de Scarboza et de Cabrera. C'est pas à vous de connaître ça. L'essentiel, il y a des critères qu'on peut savoir est-ce que ce BBG-là, il cache un ST+, oui ou non. Parfois, il reste toujours le doute et on ne sait pas quoi faire. On va s'aider par le dosage des troponines avec les facteurs de risque cardiovasculaire et parfois, on fait carrément une coronarographie parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est ischémique ou non. Et après la coronarographie, on va voir si on trouve des lésions, on va les traiter, sinon on ne va pas les traiter. Mais le cas typique pour vous, il faut retenir si on dit BBG récent, c'est l'équivalent d'un ST+. C'est bon, je pense. Donc, la présence du nom de Q sur l'ECG est un signe de nécrose myocardique constituée parce que parfois, dans un bilan préopératoire, on trouve des ondes de Q de nécrose. Donc, le malade, il a fait une nécrose, mais parfois, il sait, parfois, il ne sait pas. En tout cas, ça reste une cicatrice indélébile.
Il y a une entité qu'on appelle l'angor de Prince métal. Angor de Prince métal, c'est quoi angor de Prince métal? C'est une entité particulière qui doit être évoquée systématiquement devant un syndrome coronarien aigu, surtout chez le sujet jeune, parce que généralement, c'est les sujets jeunes. C'est un spasme d'une artère coronaire, généralement saine, et généralement, c'est la coronaire droite, et généralement, ça vient après un tabac, douche froide ou effort violent. Et généralement, le malade, il vous dit, par exemple, bonjour docteur, ça va, vous allez bien. Généralement, après chaque fois que je prends une cigarette, j'aurai très mal dans la poitrine, ça dure 3-4 secondes, après ça disparaît, ou après une douche froide, ou etc. etc. Là, c'est l'angor de Prince métal. Vous savez qu'angor de Prince métal, au principe, ce spasme-là, il est réversible. Il est réversible rapidement. Si ce spasme-là, il dépasse 20 minutes, on va avoir des nécroses myocardiques et il va devenir l'équivalent d'un syndrome coronarien aigu ST+. D'accord? Donc, après, c'est l'équivalent de le ST+, et on va le traiter comme le ST+. D'accord? Donc, même angor de Prince métal qui est dur, il faut traiter. Alors, par exemple, quelqu'un qui fait cette angor qui est spastique de Prince métal, on peut la confirmer. On fait une coronarographie. On a décidé coronaire saine parce qu'il n'y a pas de lésion. On a le test de Métergin le fait. Le test de Métergin, on injecte un produit et l'artère va spasmer et on va confirmer que l'artère est spastique. Et donc, c'est l'angor de Prince métal. En tout cas, après, on va injecter un autre produit qui est le Résordan pour réouvrir cette artère. Et généralement, si on entend qu'il y a des jeunes qui meurent mort subite, tout ça, généralement, c'est l'angor de Prince métal. Il était normal, pas de problème. Après, il spasme et on peut la confirmer dans les autopsies. Très bien. Donc, j'avance encore. Là, on est arrivé au traitement de syndrome coronarien aigu. Donc, n'oubliez pas, c'est des douleurs qui est très nitro-résistante. Donc, ça n'a pas d'intérêt dans le ST+, de mettre la trinitrine parce qu'il va disparaître la douleur. Donc, il ne faut jamais oublier les dérivations postérieures et droites parce que parfois, il y a un ST+, en V7, V8, V9. On dit syndrome coronarien aigu ST+, en basal. Et nous, si on fait que le CG normal, c'est-à-dire les 12 dérivations, on va rien voir ou on va voir un sous-décalage en V2, V3 et on va croire que c'est un ST- en entéroseptal. Par contre, c'est un ST+ en basal parce qu'on n'a pas fait le V7, V8, V9. Encore autre chose, attendre les enzymes dans le ST+ est criminel. Il ne faut pas attendre une fois, parce que comme j'ai dit, chaque minute est importante. Et une fois, on voit malade qui vient pour douleur thoracique associée avec un ECG où il y a un sous-décalage, il faut déclencher l'alarme, il faut appeler toute personne, il faut même à 2 heures du matin, il faut réveiller tout le monde, et il faut faire l'alarme parce que c'est un être humain en danger. Très bien. Encore autre chose, l'usage modéré de la trinitrine aggrave l'ischémie. L'aspirine doit être donnée au plus tôt après l'ECG, sauf suite de dissection. On va voir parce que là, par exemple, à l'échelle internationale, surtout dans l'Europe, il y a le SAMU. Vous savez que là-bas, le SAMU, quelqu'un qui a mal dans la poitrine, il va appeler le SAMU, il va venir directement le SAMU chez lui dans quelques minutes. Le SAMU est muni d'un ECG. Il va faire un ECG sur place et s'il trouve un ST+, il va commencer les traitements. On va voir l'aspégique, Plavix et les anticoagulants sur place dans l'ambulance. Il va donner ça. Bien, j'avance encore. Ça a certainement calmé, en préhospitalier, calmé, rassuré, la voix d'abord, l'oxygène, etc. La chose numéro 1, la plus importante, c'est l'aspégique ou l'aspirine. Donc, on donne généralement en intraveineuse. Donc, on a une dose entre 250 à 500. Ça dépend du poids et ça dépend on est où. Et on donne un bolus de aspégique. Et deuxième chose, c'est l'héparine. L'héparine, on donne un bolus de l'héparine, 50 unités, puis 500 dans la seringue électrique.
Et troisième chose qui n'est pas mentionnée ici, c'est le Plavix aussi. On donne le Plavix, c'est le clopidogrel. C'est des comprimés, il n'y a pas de forme injectable. On donne 75 mg, c'est un comprimé 75 mg. On donne 8 comprimés, c'est-à-dire 8 fois 75 égale 600 mg. Donc, il ne faut jamais oublier, si on vous donne un cas clinique, il y a 3 choses importantes à donner, l'aspigique, Plavix, l'héparine. D'accord? L'héparine, soit vous dites l'héparine, c'est vrai qu'il y a aussi l'Ovinox, on peut dire traitement anticoagulant intraveineuse ou la parentérale, parce que parfois il y a des gens qui disent anticoagulation. N'oubliez pas qu'il y a l'anticoagulation Peros, qui est le Syntron par exemple, et c'est faux de le donner à la phase aiguë, et donc il faut toujours aspigique. L'aspigique peut être donné soit au IV ou ou Peros, c'est pas grave. Donc, on peut dire soit aspigique seul, c'est pas grave. Et par Plavix, il y a une seule forme, c'est Peros, c'est des comprimés, il n'y a pas de forme injectable. Par contre, pour le traitement anticoagulant, il y a plusieurs traitements. Il y a l'héparine fractionnée, il y a l'héparine fractionnée, non fractionnée, il y a l'HPBM. Dans tous les cas, il faut traiter par voie parentérale, que ce soit intraveineuse ou sous-cutanéeuse. Maintenant, une fois vous, les médecins aux urgences, vous avez vu le malade, vous avez fait un ECG pour lui, vous avez décidé que le malade, et là, il fait un syndrome coronarien aigu ST+, vous avez commencé le traitement, vous avez donné le traitement initial qu'on vient de le faire. Il y a 3 médicaments essentiels obligatoires à la phase aiguë, aspigique, Plavix et héparine. Après, est-ce qu'il y a une indication à une revascularisation? C'est la première question à poser. Et la deuxième, comment revasculariser? Est-ce que thrombolyse ou angioplastie? La première question, on va répondre tout de suite. Est-ce qu'il y a une indication à une revascularisation? C'est quoi? C'est que moins de 12 heures, on peut faire la thrombolyse. Moins de 12 heures. Si on dépasse 12 heures, 12 heures, si on dépasse 12 heures, la thrombolyse est contre-indiquée. Pourquoi? Tout simplement parce que la paroi nécrosée, elle va être fragile. Et si on thrombolyse à partir de 12 heures, le risque de faire une complication qui est les ruptures septales ou les CIV est plus important que le bénéfice. Donc, ils ont fait un cut-off à 12 heures. Si on dépasse 12 heures, la thrombolyse est contre-indiquée. D'accord? Ça, c'est l'information numéro 1. Numéro 2, l'angioplastie, à 24 heures, on peut faire l'angioplastie primaire. D'accord? Jusqu'à 24 heures, on peut faire l'angioplastie primaire. Là, déjà, il faut être un petit peu intelligent. Si on vous donne un cas clinique et on vous donne l'horaire que l'ST+ ou la douleur thoracique dure 18 heures, là, il ne faut jamais donner la deuxième option qui est la thrombolyse comme option thérapeutique. Là, on vous a donné un seul choix qui est l'angioplastie primaire. Si on vous donne, quels sont les choix thérapeutiques ou comment vous allez faire la revascularisation, la refusion, il ne faut pas mettre la thrombolyse parce qu'on a dépassé 12 heures. Très bien. J'avance encore. J'aimerais bien savoir, est-ce que quotidien ou non, parce que je parle, j'espère que ça va, tout va bien. Oui, docteur. Ça, vous m'écoutez? Oui. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Docteur, la thrombolyse, elle est contre-indiquée après 12 heures de l'apparition de la douleur ou la mise en évidence du sus-décalage? Non, c'est après la douleur. Tout ça, c'est le malade qui vous dit j'avais mal hier à 2 heures du matin, c'est là que j'avais la grande douleur et c'est là, le malade l'a consulté à 7 heures du matin, or que lui, à 2 heures du matin, a eu mal. On va commencer à dater à partir de la douleur. C'est la vraie vie, c'est la logique. C'est pas à partir de le malade, il n'a pas consulté ou n'a pas vu le malade. Voilà. Non, c'est la vraie, la chose réelle, c'est le malade qui a senti la douleur. C'est là qu'on commence à compter. D'accord? D'accord. Merci, docteur. En tout cas, vous m'écoutez bien. En tout cas, vous m'écoutez bien, vous voyez bien les diapos. Oui, docteur. N'est-ce pas?
Oui, Très bien, je continue. d'accord. Et après, est-ce que qu'on a dit, c'est bon, existe-t-il une indication à une revascularisation? Donc, il y a des critères précis qui sont nécessaires, que ce soit la douleur infarctoïde, que ce soit moins de 12 heures pour la thrombolyse et moins de 24 heures pour l'angioplastie primaire. Et toujours, si on a un doute, il y a plusieurs fois qu'on a le doute, ne voyez pas les choses simples. Parfois, j'avais mal, je sais pas, j'ai commencé ça à disparaître, je sais pas, voilà. Parfois, le sus-décalage n'est pas plus de 2 millimètres, il est 1,5. Parfois, il n'y a pas les signes au miroir. Il y a parfois des doutes. Devant tout doute, il faut pas faire thrombolyse. Et c'est contre-indiqué d'ailleurs, parce que là, il faut faire la coronarographie diagnostic pour s'assurer que tout va bien. Alors, la thrombolyse, certes, elle est très simple. On fait une simple injection en intraveineuse. Il y a deux types de thrombolyse. En tout cas, il y a trois types. La troisième, streptokinase, actuellement, on ne le fait plus. Il y a deux types qu'on le fait aujourd'hui. C'est la fibrinolyse par la lactylyse ou par la métalyse. Métalyse, une simple injection. Et lactylyse, c'est à la seringue électrique parce que c'est un protocole de 2 heures. 2 heures. Très bien. Donc, le problème de la thrombolyse, c'est pas de simple thrombolyse, c'est de décider est-ce qu'on fait ou non. Et comme pour décider, il faut voir les contre-indications. Il y en a beaucoup de contre-indications. Regardez, il y a des contre-indications absolues, il y a des contre-indications relatives. Je vous conseille d'apprendre ça par cœur parce que c'est possible qu'on fait un cas clinique, plutôt on fait un QCM sur ça. Parmi les contre-indications absolues de la thrombolyse, on vous donne 3 ou 4 et on vous jette une soit relative, voilà, carrément n'est pas une contre-indication. Il ne faut pas faire l'erreur, il faut apprendre ça et c'est tout. Donc, un petit mot sur les signes de replétion lors de la fibrinolyse. Donc, cliniquement, oxydation de la douleur après une majoration initiale. Biologiquement, un pic précoce des marqueurs de nécrose myocardique. Électriquement, il y a des arythmies ventriculaires de reperfusion, soit la TV, soit la RIVA. C'est des signes de reperfusion. Ce sont les signes. Voilà, maintenant, parfois, on est dans des situations, on a les deux, la thrombolyse ou l'angioplastie. Là, c'est au médecin de choisir. Bon, généralement, on choisit, si on a la possibilité de choisir l'angioplastie, on choisit l'angioplastie. Maintenant, parfois, c'est pas possible l'angioplastie, donc, on va choisir la thrombolyse. Si on est loin, je vous donne juste une situation qui n'existe pas ici comme maintenant le Covid+. Covid+, c'est celui qui a un corona, et qui désature, qui fait un ST+. On a eu des cas comme ça. Là, de préférence, on fait la thrombolyse, c'est mieux. Non seulement pour le personnel pour travailler et faire cette angioplastie, aussi pour traiter, parce que le Covid, il fait aussi de l'embolie pulmonaire. Donc, pour traiter tous en même temps, c'est pour ça qu'on fait la thrombolyse, c'est mieux. Etc., etc. C'est au cas. Mais comme j'ai dit toujours, si c'est possible, préférez l'angioplastie. Maintenant c'est bon de donner Aspirix et le traitement anticoagulant. J'ai dit c'est pas traitement obligatoire. Après, il y a les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les débinés et les IC et les statines. Bien. Là, c'est les protocoles de la thrombolyse, l'angioplastie primaire, comment on fait les doses de l'héparine et les doses de l'anti-GP de B3. Il y a juste complications, je n'ai pas fait l'explication, mais juste une complication qu'on a l'habitude de faire, c'est syndrome de Dressler. C'est quoi? C'est à partir de la 3e semaine, on va avoir une péricardite. Une péricardite, que ce soit, on va ausculter le frottement péricardique, l'épanchement pleural, etc. En tout cas, on traite par l'éthéraptoire et il y a une complication, c'est l'anévrisme auriculaire, c'est-à-dire des cas de segment ST qui persiste plus de 3 semaines. Généralement, il y a un anévrisme au niveau du ventricule gauche. Il faut penser ça parce qu'après, il y a les complications de l'anévrisme. C'est quoi les complications de l'anévrisme?
il y a trois complications. Il y a la complication rythmique. Rythmique parce que c'est une zone qui est nécrotique. C'est-à-dire, il n'y a pas le passage du flux nerveux. Et donc, il y a les complications rythmiques, la FV, la TV. Très bien. Il y a aussi la complication mécanique qui il peut se rompre, il peut donner un état de choc. Et il y a la complication thromboembolique. C'est quoi thromboembolique? C'est qu'il y a possible formation d'un thrombus au niveau de l'anévrisme. Voilà l'ordonnance de sortie. Parfois, on vous demande ça. On donne l'Aspigil, Clavix, Bêta-bloquant et aussi Simvastatin. Ça, vous connaissez mieux que moi. Voilà un ECG où il y a un susdécalage segmenté. Et regardez un exemple, il y a une occlusion d'une artère qu'on appelle l'interventriculaire antérieure. Et là, on a l'artère par un ballon. Et regardez le résultat final. Encore une autre ordre de sortie, là c'est simple, vous connaissez ça. Le traitement de longueur de Prince-Métal, c'est quoi? Ce sont les inhibiteurs calciques, que ce soit l'oxane ou Amlor, mais les bêta-bloquants sont contre-indiqués parce qu'ils favorisent le spasme. Attention toujours, le traitement, il ne faut jamais oublier qu'il faut traiter l'hypertension, le tabac, les facteurs de risque cardiovasculaire, tous, il faut toutes les traiter. Un autre exemple d'infarctus inférieur, on voit ici, il y a l'occlusion de la coronaire droite après ouverture par le stent. Regardez le résultat final. Très bien. Regardez là, il y a un ECG où il y a le premier en haut, il y a un susdécalage du segment ST en inférieur avec des signes au miroir en antérieur. C'est un ST plus en inférieur. Très bien. Et en bas, c'est après revascularisation. Le segment ST il est revenu à ligne isoélectrique. Encore un autre ECG où il y a un susdécalage du segment ST en antérieur. Il y a ici une tachycardie ventriculaire, une TV. On voit les complexes de capture et de fusion. Là, ça, c'est une fibrillation ventriculaire. C'est qu'il n'y a pas d'axe, c'est-à-dire qu'il y a la fibrillation. Et là, après, on a choqué le malade et après le choc, on a récupéré un rythme qui est sinusal. Encore, il y a un ECG où il y a un infarctus antérieur étendu parce qu'il commence de V1 jusqu'à D1 avial avec des images au miroir en inférieur. Encore là, il y a un susdécalage du segment ST en antérieur. Et là, un premier cas clinique, on va voir un cas clinique. Vous avez, je préfère que vous lisiez ça seul. Donc, vous avez un monsieur, 116 ans, qui se présente 18 heures après la douleur thoracique. Il est tabagique, les constantes sont normaux. Voilà le CG. Je vous donne encore 30 secondes pour voir le CG. Première question, quelle est la principale anomalie constatée sur le CG? Il n'y a pas de réponse, je l'ai supprimé. Donc, quelle est la principale anomalie constatée sur le CG? Je reviens à le CG, voilà. Des réponses, s'il vous plaît. Un susdécalage du segment ST. Donc, c'est quoi? C'est un syndrome coronarien aigu. On voit qu'il y a un susdécalage du segment ST en inférieur. Très bien. En inférieur. Avec l'image au miroir, on a juste en D1 AVL, V5 et en vide. Très bien. L'essentiel, c'est un infarctus inférieur. Très bien. Question numéro 2. Quel est votre diagnostic?
Donc, numéro 1, c'est à l'ECG, donc juste on dit un sus-décal de segment ST en inférieur. Et numéro 2, c'est le diagnostic, on va dire un syndrome coronarien aigu ST+, en inférieur. Très bien. La question numéro 3, quel est le traitement médical instauré initialement? Là, on a besoin de quoi? C'est quoi le traitement? Aspigique. On a dit le traitement médical. Donc, c'est pas la peine que vous dites hospitalisation, mais on voit d'abord, etc. Aspigique. Le traitement médical, c'est Voilà. fractionné. Oui. très bien, très bien. C'est l'aspégique, clavix et anticoagulation parentérale. C'est ça la réponse qu'on a besoin. Et aspégique, clavix et anticoagulation parentérale. Bon, celui qui rajoute aspégique 250 à 500 au IV plus Plavix 600 mg au IV plus héparine carrément la dose, c'est bien. Celui qui fait pas ça, c'est pas grave. L'essentiel, on a besoin que vous savez c'est quoi. Très bien. Question numéro 4. En plus de ce traitement initial, quel traitement spécifique préconisez-vous chez le patient? Allez, c'est lui qui va me répondre cette question. Angioplastie. On a deux traitements, sinon on a l'angioplastie et la thrombolyse. L'angioplastie. Angioplastie. Pourquoi? 18 heures, plus de 12 heures. Voilà, parce que là, allez, on a fait, j'ai oublié quelle rotation, mais on a fait ça à 18 heures exprès. Il y a plusieurs gens qui n'ont pas fait, soit suite à stress de l'examen, ils n'ont pas fait cette 18 heures. Ils ont mis ici les deux, angioplastie ou thrombolyse. Il faut toujours concentrer. Là, il y a 18 heures, il n'y a plus d'indication de faire la thrombolyse, donc il n'y a que l'angioplastie. Donc, il faut mettre angioplastie primaire ou angioplastie tout court. Donc, après le traitement spécifique, vous constatez sur le scope le rythme suivant. Là, j'ai pas le CG, mais il y avait une RIVA. RIVA, c'est quoi? C'est un rythme idio-ventriculaire accéléré. C'est comme une TV, mais elle est lente, c'est-à-dire le rythme il est aux alentours de 60-80 cycles par minute. Et on a quel est votre diagnostic électrique RIVA et quelle est sa signification? C'est quoi la signification de RIVA? La revascularisation. Un signe de reperfusion. C'est quoi la signification? Très bien. Donc, là, je vais donner, je pense que ça existe déjà certainement dans le Facebook. Il y a 112 QCM, parce que je trouvais pas ça, il faut se retrouver un QCM. Donc, il faut faire tous Docteur, on vous entend pas. Et, Ça se coupe. Ça bug, docteur. Pardon? Ça bug, ça a bugué. On vous entend mal, ça se coupe. Ça soupe, je pense qu'il y a des points de ça soupe. Je sais pas est-ce que c'est mon problème ou non. Et je vais voir parce qu'il y a des gens qui m'ont donné des questions. Très bien. Ça se coupe, rien, ça se coupe pas. On n'entend pas. Donc, si vous parlez, vous avez le son qui se coupe. Maintenant, le son est stable, mais avant, c'était pas le cas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Yasmine, comment on traite l'anévrisme de ventricule gauche? Donc, un anévrisme qui n'a pas les complications, les trois complications que j'ai citées, on ne traite pas, on le laisse, il n'y a pas de problème. S'il fait une de ces complications, on va faire une cure chirurgicale, c'est une résection, c'est-à-dire on enlève, c'est une intervention chirurgicale, on ouvre complètement le cœur et on enlève l'anévrisme et après on resuture les parois du ventricule gauche. Très bien. Donc, ça, pas de questions. Pas d'autres questions, s'il vous plaît?
Donc, je vous laisse, je vous envoyer un fichier où il y a les QCR. Il faut essayer d'ouvrir toutes ces questions. Et bon, je sais pas, ça, qu'on ouvre ça ensemble, je pense. C'est qu'après, si vous voyez qu'on fait une petite révision sur cette question, là, c'est pas un problème. Mais là, vous avez, par exemple, on va voir par exemple, la première, pour des artériopathies, artériosclérose, toutes les propositions suivantes sont justes, sauf une, laquelle, d'accord? Le tabac constitue le principal facteur cardiovasculaire, c'est juste. La mesure de pression systolique de la cheville est un élément important de la surveillance. Oui, c'est juste parce que là, on calcule l'IPS. L'oblitération murale superficielle est une indication élective d'angioplastie. Là, c'est faux. La mortalité courante est d'environ 20% à 5 ans. Oui. Et une radiographie est nécessaire en cas d'ischémie critique. Certainement, oui. Donc, on préfère que je vous donne ce document-là. Je vais l'envoyer à la déléguée. Et après elle va vous donner ce document-là. S'il n'y a pas de questions précises, donc bon courage pour votre examen. S'il y a des questions précises ou si vous voulez qu'on organise encore d'autres séances, juste questions-réponses, où vous avez des cours un petit peu, vous n'avez pas pu comprendre, il n'y a pas de problème. Juste parler avec la déléguée, on organise tout ce que vous voulez. Allez, bonne journée. Docteur, Docteur, stratification du risque, syndrome pulmonaire aigu atténuant. Bien. Non, il n'y a pas de dissection. La dissection n'est pas incluse. La dissection n'est pas incluse dans l'examen. D'accord? Donc, hein? Mais bon, la dissection n'est pas incluse, mais le détail de la dissection n'est pas inclus. Mais vous savez bien que la dissection fait partie des urgences hypertensives. D'accord? Elle fait partie des urgences hypertensives. Donc, c'est parmi les causes de baisser rapidement l'effort tensionnel. Il y a pas, je ne sais pas pourquoi l'externe, tous vous avez un problème avec la dissection. Toujours, on n'a pas fait le de dissection, est-ce qu'il y a incluse ou non. C'est très simple. Déjà, la dissection, c'est pas sourcil. J'ai déjà la dernière fois dit, il y a d'autres mots dans la dissection, pas grande chose. Il ne faut pas lire le cours. Juste, vous connaissez c'est quoi la dissection? C'est un slivage de l'intima et un passage du sang chirurgical. On baisse la tension et on donne bêta bloquant. Il n'y a pas grand-chose dans la dissection. Est-ce qu'il n'y a pas la dissection? C'est pas ça fin. docteur, Alors, il y a quelqu'un qui veut que je répète un peu le bloc de branche gauche. Alors, le bloc de branche. Alors, je pense que j'ai fait un TD pour moi, le zoom sur le branche. Bloc de branche. Vous savez que un EC normal, la durée de QRS, elle est moins de 0,12. D'accord? Si la durée dépasse 0,12, là, on va parler d'un bloc de branche. D'accord? Donc, la durée d'RS, 0, c'est quoi? Chaque petit carreau. Les carreaux, c'est 0,04. 3 petits carreaux, c'est 0,12. Je sais que là, c'est un peu de schéma parce que vous ne voyez pas le ECG devant vous. Si vous voyez un ECG devant vous, ça ne va pas être chinois. Ça va être de l'arabe. Donc, 3 petits carreaux, c'est 0,12. Plus de 3 petits carreaux, c'est plus de 0,12. On voit un ECG devant nous, on va calculer combien de petits carreaux. S'il dépasse 3 petits carreaux, donc c'est 0. Donc, c'est le bloc de branche. Maintenant, le bloc de branche à gauche ou à droite. C'est-à-dire, au dépend de la branche gauche du faisceau du His ou de la branche droite. C'est simple. En V1, V2, on voit le ventricule droit et le V5, V6, il voit le ventricule gauche. Donc, s'il y a un lotard
il dépend de V1, V2, c'est-à-dire qu'on va voir soit la F en M ou le R' en V1, V2, donc c'est un bloc de branche droit. Et on l'appelle la déflexion intrinsèque, oui. C'est quoi la déflexion intrinsèque, oui? C'est l'arrêt entre le pied du QRS et la dernière onde positive. Et c'est pareil pour le V5, V6. Si la déflexion est retardée, elle dépasse 0,08, c'est-à-dire il y a toujours l'aspect en M où l'essentiel, le retard, il dépend de V5, V6, c'est-à-dire on va trouver la montée, elle est ralentie la montée. Donc là, c'est un bloc de branche gauche. Dans le bloc de branche gauche, on peut interpréter le segment ST. Donc, il faut avoir le mot récent. Récent, c'est quoi? Soit on a un ECG rapide il y a quelques jours ou quelques mois, on a l'ECG où il n'y a pas de BBG. Donc là, c'est un BBG récent. Si on n'a pas un ECG, c'est pas un BBG récent ici. Très bien. Oui, bien sûr, parce que vous savez, le branche gauche, par exemple, quelqu'un qui a une douleur thoracique intense, il va occlure l'artère, l'interventriculaire antérieure. Écoute bien, l'artère, lorsqu'elle vient, elle est occluse, elle ne va pas nourrir de 50% ventricule gauche. Aussi, elle va nourrir la branche gauche du faisceau de His. Donc, la branche gauche, elle ne va pas fonctionner. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? Sur place, un bloc de branche gauche. C'est un bloc de branche gauche ischémique. Je répète, l'artère occluse, elle ne va pas nourrir la branche du faisceau de His. Et donc, on va voir un bloc de branche gauche. Donc, le sus-décalage va être caché par bloc de branche. Docteur, toujours on parle de la RIVA pour savoir si la revascularisation est réussie. Ça serait un piège de parler d'une TB. Alors, RIVA. La RIVA, en tout cas, la RIVA, si elle est venue, c'est un critère de réperfusion, mais c'est pas toujours le RIVA. On peut trouver une TV, même la TV, elle peut être comme critère de reperfusion, parce que parfois on voit la reperfusion par TV. En tout cas, la phase aiguë, on peut voir tout, mais même si on voit pas ces troubles de rythme, on ne va pas dire que l'angioplastie, le geste n'est pas réussi. Si on les voit, c'est bien. Si on ne voit pas, c'est pas grave. Donc, pourquoi on donne pas HPPN comme traitement de l'embolie pulmonaire massive? Bien. Alors, vous savez que la différence entre HPPM et l'héparine, c'est quoi la différence? C'est la même efficacité, mais c'est bien de faire l'HPPM parce que l'HPPM, on ne contrôle rien, juste le poids et on donne des injections cutanées, c'est bon. Par contre, l'HPPM, si on donne une injection, elle va agir 12 heures. 12 heures, elle va agir cette injection. On va faire la deuxième dans 12 heures. C'est des injections une fois par 24 heures. Imaginez qu'on a une embolie pulmonaire qui est massive, donc le malade peut décompenser, il peut faire un tas de choc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la thrombolyse. La thrombolyse, c'est pas possible avec l'HPPM parce que déjà, il travaille l'HPPM, parce qu'il faut arrêter cette anticoagulation et faire la thrombolyse. Et c'est pour ça, lorsqu'on a toujours quelque chose qui est grave, que ce soit un ST+, en état de choc ou embolie pulmonaire massive, il faut donner l'héparine parce que l'héparine, il agit rapidement et on peut l'arrêter au maximum 4 heures et il a perdu son effet. D'accord? Donc, c'est pour ça, il agit rapidement et rapidement, l'effet, on le perd. C'est-à-dire, on peut changer la stratégie. Par contre, l'HPPM, on ne peut pas changer la stratégie parce que 12 heures, donc il faut attendre 12 heures. Encore, donc, le sus-décalage ne va pas se manifester s'il arrive sur BBG. Bien sûr, on ne voit pas, parce que déjà à l'état basal d'un BBG, il y a un sus-décalage et il y a un sous-décalage. Regardez
Les UCG où il y a BBG, il y a les troubles de repolarisation. C'est quoi les dérivations opposées à l'ECG? Je comprends pas la dérivation opposée. Dérivation, oui. Dérivation opposée, c'est-à-dire par exemple, on a un sus-décalage de segment ST en inférieur. Les dérivations opposées de l'inférieur, c'est l'antérieur. Et de là, on va trouver un sous-décalage. Ce sont les signaux miroirs. Généralement, l'antérieur avec l'inférieur. Parfois, le V1, V2, V3 avec V7, V8, V9. S'il y a quelque chose en antérieur, on trouve les images en miroir dans les segments basals et le contraire. D'accord? Très bien. Quoi encore? Image en miroir. Oui, exactement. Les dérivations opposées, c'est le même mot que image en miroir. Très bien. Pas d'autres questions? En tout cas, si vous avez des questions, vous avez la déléguée, vous envoyez directement vos questions à la déléguée. La déléguée à mon messenger, elle peut m'envoyer les questions, il n'y a pas de problème. Surtout pour ces 3 ou 4 jours avant l'examen. C'est quoi l'image en miroir? C'est comme un miroir, c'est-à-dire un sous-décalage va se manifester par un sous-décalage. Mais attention, il n'y a jamais image en miroir d'un sous-décalage. Le sous-décalage n'a pas d'image au miroir. L'image au miroir se parle que dans le ST+, et que dans le sus-décalage. Il n'y a pas d'image au miroir dans le sous-décalage. D'accord? Très bien. S'il vous plaît, docteur, les indications de la réduction médicamenteuse au cours d'une ACFA. Bon, c'est très vaste cette question, mais là, pour vous, tout ACFA, surtout à la phase aiguë, surtout moins de 48 heures, il faut ralentir et réduire cette ACFA. D'accord? Maintenant, si elle dépasse 48 heures, il faut la ralentir et l'anticoaguler et après s'assurer de la vacuité de l'auricule gauche. Si elle est vide, il faut la réduire. Donc, généralement, tout le temps, on réduit la CFA. Exceptionnellement, on va accepter que la CFA, on l'appelle accepter. Pourquoi? Parce que les oreillettes sont très dilatées, parce qu'on a une valvulopathie ancienne, et c'est pour ça on va accepter cette CFA. Mais sinon, généralement, on réduit la CFA. Très bien. D'autres questions, s'il vous plaît? Je pense que c'est bon. Il n'y a plus de questions. Très bien. Donc, je répète pour la dernière fois, il faut parler avec la déléguée. Si vous avez des soucis, il y a la déléguée qui est là. Allez, bonne journée. Merci. Ça marche.